J'ai 69 ans. Mais quand Laurent, mon fils, a soupiré pour la 10e fois, je me suis sentie centenaire. Le fauteuil d'examen était froid et mon estomac me tordait encore. On venait de sortir du cabinet du meilleur gastro-entérologue de Paris, son ami, un homme qui portait des lunettes en or. « Maman, écoute-moi. Tu as fait toutes les analyses. Elles sont toutes négatives. » Il a dit ça d'une voix plate, la voix du docteur qui n'a plus de temps pour une vieille couturière. J'ai passé ma vie à coudre, à faire des ourlets parfaits pour des dames qui jugeaient ma vie du haut de leurs talons. J'ai toujours eu de la précision dans les doigts. Alors, quand mon ventre s'est mis à me trahir, il y a 2 mois, je savais que ce n'était pas mon imagination. Les nausées me prenaient au réveil, rendant mon café amer. Mon ventre gonflait, lourd, et la pire chose, c'était ces gaz constants, honteux. J'avais cessé d'inviter les amis. La solitude, c'est dur, mais la honte, c'est pire. En 2 mois, j'avais perdu 6 kilos, et chaque bouchée était une question. Est-ce que ça va me faire souffrir pendant des heures? Laurent, mon seul enfant, était ma fierté. Un médecin, un vrai docteur, spécialisé en maladies internes. Quand j'ai commencé, il était attentif. « Ne t'inquiète pas, maman, on va trouver. » Il m'a fait faire des endoscopies, des coloscopies, des prises de sang complètes. Chaque fois qu'un tube entrait, ou qu'une lumière cherchait, je priais pour un diagnostic clair. Un nom pour cette chose qui me rongeait. Mais les résultats étaient implacables. Rien de grave. Juste de l'âge, peut-être un peu de gastrite. L'inquiétude de Laurent s'est vite transformée en irritation. « Maman, tu angoisses beaucoup trop. C'est nerveux. » J'essayais d'expliquer que la douleur venait avant l'angoisse, pas après. Que mon corps n'était pas malade de la tête, mais bien du ventre. Mais il hochait la tête, regardait sa montre coûteuse et changeait de sujet. À mon âge, on voit les choses autrement. Et je voyais bien qu'il ne me voyait plus moi. Il voyait un problème. J'ai cousu cet appartement, point par point, avec l'argent mis de côté toute ma vie. 3 étages sans ascenseur, oui. Mais c'était mon refuge après le départ de Jean-Pierre il y a 5 ans. Ça me tient à cœur, cet endroit. Je ne voulais pas le quitter. Mais Laurent, et surtout Mélanie, sa femme, ne voyaient plus le refuge. Ils voyaient un bel actif immobilisé. Un actif, c'est ce qu'ils appellent les choses qui valent de l'argent. Mélanie ne disait jamais les choses directement. Elle souriait, avec une douceur qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle venait le dimanche, me voyait pâle sur le canapé, et commençait ses insinuations. « Tu sais, Colette, nous nous inquiétons. Si tu restes couchée l'après-midi, qui s'occuperait de toi en cas de chute ?» La semaine dernière, la discussion a pris un tournant effrayant. Mon ventre me tirait tellement que j'arrivais à peine à rester assise. Laurent s'est éclairci la gorge. « L'EHPAD Les Tilleuls serait parfait, maman. C'est un endroit sécurisé. Tu seras prise en charge. L'EHPAD, un mouroir pour les gens qu'on veut oublier. » C'était la trahison la plus douloureuse. Il me jugeait trop faible, trop malade, pour vivre seule. Mais je sentais au fond de moi que ma maladie n'était pas la cause, mais le prétexte. J'essayais de manger des choses sans saveur, du riz bouilli, de la volaille simple, pour ne pas aggraver les choses. Après le déjeuner, la douleur me submergeait, et je m'allongeais, l'esprit rempli de pensées noires. J'allais mourir lentement, et mon propre fils médecin n'aurait rien trouvé. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Laurent, le docteur dévoué, insistait pour me préparer chaque matin un petit déjeuner digestif. Un café très léger. Et surtout, un bouillon de récupération qu'il préparait en grande quantité pour la semaine. Il était catégorique. Il fallait le garder au réfrigérateur pour des raisons de sécurité sanitaire. « Tu dois le garder au froid, maman. C'est la seule façon d'éviter les bactéries. C'est plein de nutriments pour ta convalescence. »
J'avais toujours trouvé ce bouillon fade, presque sucré, surtout les légumes. Mais il était docteur. Je faisais ce qu'il disait. Mais il y avait un lien. Les pires crises, les nausées, les gaz violents commençaient toujours après ce bouillon. Mon corps était mon horloge de la douleur. Le corps parle, même quand on essaie de le faire taire. Un après-midi, j'étais tellement faible que je me suis écroulée sur le canapé. J'avais juste réussi à avaler mon repas médicament. Laurent et Mélanie sont passés pour déposer des papiers. J'ai fait semblant de dormir, trop épuisée pour supporter un autre sermon sur mon anxiété. J'ai fermé les yeux, mais mes oreilles étaient grandes ouvertes. J'ai entendu les murmures depuis le couloir. Ils pensaient que je dormais profondément ou que mon esprit était déjà parti. « Elle ne tiendra pas l'hiver, n'est-ce pas ?» demanda Mélanie. Sa voix était basse, pleine d'une impatience froide, comme un glaçon dans le cou. Mon cœur s'est mis à battre si fort que je craignais qu'il ne l'entende. « Je fais ce que je peux pour accélérer les choses sans éveiller les soupçons, » répondit Laurent, le fils médecin. « Ce n'est qu'une question de quelques mois pour qu'elle cède l'appartement. Accélérer les choses. C'est le mot qui m'a poignardé. Ce n'était pas l'âge, ni les nerfs. C'était leur désir de vendre mon appartement qui amplifiait ma souffrance. Ça remet les pendules à l'heure. J'ai compris d'un coup. Leur visite, leur faux sourire, tout n'était qu'un compte à rebours pour ma mort. J'ai entendu un bruit furtif dans la cuisine, et la voix de Mélanie s'est faite encore plus chuchotée, presque un sifflement. Je n'ai entendu que la dernière phrase, mais elle a suffi pour que l'horreur me glace le sang. Elle parlait à Laurent, son propre fils, confirmant quelque chose de terrible, quelque chose qu'il gardait secret. J'ai entendu un petit claquement sec et décisif, comme si un tiroir venait d'être fermé à clé. Ce serait dommage qu'elle reprenne des forces, tu ne crois pas? Assure-toi qu'elle continue à le prendre, juste après le café. Ça lui coupe l'appétit et... ça fait l'affaire. Mon cœur n'était plus qu'une pierre. Prendre quoi? Couper l'appétit? Il n'attendait pas ma mort. Il la préparait. Je ne savais pas ce qu'il me donnait. Mais j'ai compris dans cette seconde. Mon fils et sa femme voulaient me voir disparaître pour mon appartement. J'ai fermé les yeux plus fort, faisant semblant d'être au bord de l'évanouissement. J'ai juré que je ne toucherais plus jamais à ce bouillon. Je devais comprendre de quoi il s'agissait. Je devais vivre. Je n'ai plus dormi de la nuit. La phrase de Mélanie, « ça fait l'affaire », me brûlait les tempes. Plus douloureux que les crampes dans mon estomac. C'était comme si un interrupteur s'était allumé dans ma tête. J'ai repensé à tout. Le fauteuil froid du médecin. Laurent qui soupirait. Et surtout, ce fameux bouillon de récupération. Mon Laurent, le médecin, arrivait tous les matins avant 7 heures pour me le donner. Un café léger, puis la petite portion de bouillon. Il était si insistant. Il le préparait le dimanche, des litres entiers. « Tu dois le garder au froid, maman. Sécurité sanitaire. Ne prends pas de risque avec les bactéries, » disait-il, sérieux. Mais j'ai pensé à ce que j'avais remarqué. Les pires moments, les nausées, les gaz, tout commençait environ 1 heure après. Le corps parle, même quand on essaie de le faire taire. Mon ventre était mon horloge de la douleur. Et cette horloge sonnait juste après son passage. Je me sentais confuse. Je me disais « Non, Colette, c'est ton fils. Il t'aime. Il est docteur. Il ne ferait jamais ça. » J'avais peur d'être paranoïaque, peur d'être cette vieille femme qui invente des histoires parce qu'elle est seule. Laurent disait bien que c'était nerveux, que j'angoissais. Le lendemain matin, il est arrivé, souriant, pressé. Il a sorti le bouillon du réfrigérateur, la boîte en plastique transparente. Le liquide était épais, avec des morceaux de légumes mous et pâles, surtout des pommes de terre et des oignons qui flottaient. J'ai fait semblant. J'ai pris le café, puis j'ai pris la première cuillère du bouillon. Je l'ai avalé difficilement.
Il est bon, maman. Il faut tout boire. C'est pour les nutriments, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, mais, au lieu de l'avaler, j'ai fait semblant d'avoir la bouche pleine. Quand il a tourné la tête pour regarder son téléphone, j'ai discrètement craché la moitié du bouillon dans ma serviette en papier. Une vieille astuce que j'utilisais quand je faisais goûter les repas horribles de la cantine à mes amis quand j'étais enfant. J'ai jeté la serviette au fond de la poubelle. Il est parti. La nausée est arrivée, mais elle était beaucoup plus légère que d'habitude. Juste un petit haut-le-cœur. C'était la première confirmation. Quand je ne prenais presque rien, la douleur diminuait. Mon cerveau de couturière, habitué à la précision des mesures et des tissus, s'est mis au travail. Je devais trouver ce qu'il mettait dedans, ou plutôt, comment il le gâchait. La deuxième chose que j'ai faite, c'est chercher mes vieilles ciseaux. Je savais qu'ils étaient dans le tiroir à couvert, ce tiroir qui claque, celui que j'avais entendu se refermer d'un coup sec après la phrase de Mélanie. J'ai ouvert le tiroir. J'ai cherché mes ciseaux. Ils étaient là, sous un torchon, comme toujours. Mais quand j'ai soulevé le torchon, j'ai vu un petit sachet en plastique, un sachet neuf. À l'intérieur, il y avait deux choses. Une poudre blanche, sans odeur, et quelques granules de café moulu, beaucoup plus clairs que mon café habituel. J'ai regardé de près la poudre. Ce n'était pas du poison violent, je le savais. Mais en touchant du bout du doigt, j'ai reconnu une texture que j'avais déjà vue dans les magazines de régime extrême qu'achetaient mes clientes il y a des années. C'était un additif pour couper l'appétit, souvent utilisé pour faire fondre les gens vite. La poudre blanche était mélangée aux granules de café. « Ça fait l'affaire », avait dit Mélanie. Il voulait que je meure de faim, lentement, sans que les médecins ne trouvent rien. Ma maladie n'était plus un mystère. C'était un meurtre lent, orchestré par mon propre fils. La trahison m'a coupé le souffle. J'ai mis ma main sur ma bouche pour ne pas crier. Mon fils, mon Laurent. Il ne voulait pas de moi, il voulait mon argent. C'était pire que la mort. J'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas parler à la police tout de suite. Laurent était un médecin respecté. Qui écouterait une vieille femme malade qui dit que son fils tente de l'empoisonner avec du bouillon de légumes? Personne. Je devais avoir des preuves claires. Des preuves que même un juge ne pourrait pas ignorer. J'ai commencé mon enquête. Mon seul allié se trouvait à l'étage au-dessus. Madame Duclos, une femme de mon âge, bibliothécaire à la retraite. Elle avait des yeux vifs, même si elle portait des lunettes épaisses, et elle lisait tout. Elle était connue dans l'immeuble pour tout savoir, sur tout. Elle avait des livres sur la nutrition, sur les remèdes anciens, sur la chimie. Je devais être prudente. Je l'ai invitée pour le thé, prétextant que mon dos était trop faible pour monter les marches jusqu'à chez elle. J'ai caché les preuves évidentes, le sachet de poudre. Mais j'ai voulu lui montrer le bouillon lui-même. J'ai servi à Madame Duclos un thé à la camomille. J'ai mis une petite portion du bouillon incriminé dans une soucoupe, prétextant que Laurent me forçait à le manger. « Regardez, ma chère Madame Duclos, mon Laurent m'oblige à manger ça. Il dit que c'est plein de vitamines. Mais regardez ces pommes de terre, elles sont si molles. Et ces oignons !» Madame Duclos a pris la soucoupe. Elle a reniflé le bouillon. Son nez s'est froncé. « Ce n'est pas le bouillon lui-même qui est le problème, Colette. C'est la conservation. » Elle a posé la soucoupe sur la table. Elle a regardé les morceaux de légumes avariés. « Laurent insiste pour que vous le gardiez au froid, n'est-ce pas? Au réfrigérateur pour la sécurité sanitaire. »« Oui, absolument, j'ai dit. » Elle a hoché la tête, un air grave sur le visage. « C'est une négligence criminelle, Colette, surtout de la part d'un médecin. Il n'y a peut-être pas de poison là-dedans, mais c'est un poison lent quand même. » J'étais pendue à ses lèvres. J'avais l'impression que chaque mot allait m'expliquer 2 mois de souffrance. Écoutez-moi bien. Laurent utilise sa connaissance médicale pour vous nuire, mais de façon invisible. Prenons les pommes de terre. Quand elles sont conservées au réfrigérateur,
en dessous de 10 degrés Celsius, l'amidon qu'elles contiennent se transforme en sucre. Les études montrent que le taux de sucre peut augmenter de 300% en moins de 2 semaines. 300%. Mon cœur a fait un bond. Mais ce n'est pas le pire. En plus de cette surcharge de sucre que votre corps de 69 ans peine à digérer, le froid favorise la formation d'une substance appelée acrylamide quand vous réchauffez le bouillon. L'acrylamide, c'est classifié comme cancérigène et ça vous donne d'énormes problèmes digestifs. Gaz, nausées, crampes, tout. J'ai senti l'horreur me monter à la gorge. Il ne m'empoisonnait pas avec une drogue. Il utilisait le froid, sous prétexte d'hygiène, pour transformer la nourriture saine en toxines. Et regardez cet oignon. Il est mou, Colette. L'humidité du frigo cause des moisissures, des mycotoxines. L'ANSES met en garde contre les aflatoxines qui peuvent se développer. Des toxines qui vous coupent l'appétit, vous fatiguent, vous rendent faible. J'ai compris d'un coup. Les gaz honteux, les nausées au réveil, la perte de poids, tout venait de ce bouillon mal conservé. Laurent n'avait pas trouvé ma maladie, il l'avait créée. Il avait utilisé son statut de médecin pour donner un ordre stupide. « Garde ça au frais !» qui me rendait malade à petit feu. Il utilisait la conservation inversée pour me tuer lentement. J'ai pleuré un instant. Pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses, de la plus profonde des trahisons. Mon fils, Madame Duclos. Mon propre fils. « Colette, il faut garder la tête froide !» a-t-elle murmuré, me prenant la main. « C'est la chose la plus difficile que vous aurez à faire. Mais vous savez maintenant. Et on apprend à tout âge, n'est-ce pas ?» J'ai essuyé mes larmes. La colère a pris la place du chagrin. Je devais vivre, je devais me battre. Quelques jours plus tard, j'ai eu la confirmation finale de leur intention. Laurent est passé rapidement. Il a laissé une enveloppe sur la table de chevet, l'oubliant sans doute dans sa précipitation. C'était le dossier d'admission à l'EHPAD Les Tilleuls. Je l'ai ouvert. J'ai vu le coût mensuel, exorbitant, et en bas, la clause. L'appartement, évalué à 250 000 €, serait mis en vente dès mon installation. Mais ce n'était pas le chiffre qui m'a glacé. C'était la date butoir. Installation prévue avant le 15 septembre. Nous étions le 3 septembre. J'avais 12 jours avant d'être jetée dans un mouroir. Mon appartement vendu, ma vie effacée. Ils étaient si pressés. Mélanie avait dit « Ce n'est qu'une question de quelques mois ». Mais leur impatience avait accéléré la date. Mon corps était en train de me lâcher. Je pesais seulement 54 kilos. J'étais trop faible pour monter les 3 étages sans m'arrêter. Laurent savait que si j'étais trop faible pour m'enfuir, je devrais signer. Je devais réagir. Et vite. J'ai jeté toute la réserve de bouillon du réfrigérateur. J'ai jeté les pommes de terre qui traînaient dans la cuisine et les oignons mous. J'ai nettoyé le frigo de fond en comble. Madame Duclos est revenue. Elle m'a donné des instructions claires, comme un médecin donne une ordonnance. Si vous voulez reprendre des forces, il faut que vous soyez stricte, Colette. Vous devez couper tout ce qui vous fait du mal. Elle m'a montré un schéma. Les pommes de terre et les oignons, ne jamais au frigo. Vous devez les garder au frais et au sec, à une température entre 7 et 13 degrés Celsius. Trouvez-vous un panier en osier et mettez-les dans le coin le plus sombre de votre cave ou d'un placard sec, loin de la lumière, loin de l'humidité. C'est la seule façon d'éviter le pic de sucre et les toxines. Je me suis souvenue de ma grand-mère. Elle gardait toujours ses légumes dans un sac en toile, dans la cave. Laurent avait inversé cette règle simple pour me rendre malade. J'ai suivi ses ordres, à la lettre. J'ai acheté des légumes frais, de saison. J'ai mangé de très petites portions de riz et de poulet, sans sel, sans graisse, mais cuisinés le jour même et conservés à température ambiante juste quelques heures. J'ai commencé à me sentir mieux. Ce n'était pas un miracle, mais c'était un soulagement. Au bout de 3 jours de nouveau régime,
Les nausées matinales Piavenas a presque disparu. J'ai pu boire un petit café sans haut le cœur. Les gaz, ma grande honte, étaient moins fréquents et moins violents. Au bout d'une semaine, j'avais repris 500 grammes. Je n'étais plus squelettique. J'arrivais à monter les escaliers sans m'arrêter, juste en respirant un bon coup. J'avais l'impression que l'énergie que Laurent avait volée revenait. J'ai réalisé que je devais jouer un rôle. Je ne pouvais pas me montrer en pleine forme. Laurent me verrait reprendre des couleurs, et il comprendrait que j'avais arrêté le bouillon toxique. Il aurait trouvé une autre méthode. J'ai ressorti ma boîte de maquillage de l'époque où j'allais aux enterrements. J'ai appliqué une poudre très pâle sur mon visage. J'ai mis de l'ombre à paupières brunes sous mes yeux pour me donner des cernes. Je soupirais bruyamment quand Laurent venait. Je marchais, en m'appuyant lourdement sur ma canne, même si je n'en avais plus vraiment besoin. Je devais être mourante jusqu'à la confrontation finale. Madame Duclos m'a aidé à rassembler les preuves. Elle m'a donné un petit enregistreur numérique, pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Je l'ai cousu dans l'un de mes vieux coussins de couture. Il faut les coincer, Colette. Il faut qu'ils parlent monnaie de l'argent, de l'appartement et de la date. J'ai laissé la boîte de bouillon fermenter au fond du réfrigérateur. J'ai pris des photos avec l'appareil de Madame Duclos. Les légumes avaient été noircis et des taches de moisissure étaient apparues sur l'oignon. La preuve visuelle de l'empoisonnement lent. Laurent et Mélanie sont passés 2 jours avant la date butoir. Ils étaient stressés. Je me suis allongée sur le canapé, simulant une faiblesse extrême, l'enregistreur sous le coussin, allumé. « Maman, il faut que tu signes ces papiers », a dit Laurent, agacé. « L'EHPAD. Les tilleuls n'aura plus de place si tu attends encore. » Je suis si faible, mon Laurent. Je n'arrive pas à tenir le stylo, ai-je murmuré. Mélanie s'est penchée, sa voix douce et fausse. Mais ma chérie, c'est pour ton bien. Tu as besoin de soins. Encore 72 heures et ce sera fait. 72 heures. C'était le temps qu'il leur restait pour m'expédier et vendre mon refuge. Laurent a vu que je n'allais pas céder facilement. Il est allé à la cuisine. « Bois au moins ça, maman. C'est le nouveau café digestif. Bois-le entièrement. » Il avait mis la poudre coupe-faim dans le café. Je devais le boire pour maintenir la façade, mais pas trop. J'ai pris la tasse et j'ai bu une petite gorgée. Le goût amer et sucré m'a soulevé l'estomac. Oh, je suis désolée, Laurent. Ma main. Je suis si faible. J'ai basculé mon corps, faisant semblant de m'évanouir et renversant le reste du café sur la moquette. J'ai fait en sorte qu'il s'en mette un peu sur les chaussures, aussi. Laurent a soupiré de rage, mais il a dû se baisser pour éponger. Pendant qu'il était penché, j'ai vu l'enveloppe de l'EHPAD qu'il avait laissée sur la table basse. C'était mon opportunité. J'ai glissé la main sous l'oreiller, j'ai attrapé l'enveloppe. Je l'ai serrée fort. « Je suis si désolée, Laurent. » J'ai répété, les yeux fermés. Il est parti, furieux. Mais il n'avait rien vu. J'avais l'enregistreur avec l'aveu indirect de Mélanie. Encore 72 heures. J'avais les photos des légumes toxiques. Et maintenant, j'avais le document prouvant la motivation financière et l'urgence. Je me suis levée, mon corps plus fort que jamais. J'ai mis mon meilleur tailleur bleu, celui que j'avais cousu pour une cliente il y a 10 ans, et que j'avais gardé. Il était temps que la couturière se fasse justice elle-même. J'ai appelé Madame Duclos. Elle a appelé ses contacts. Le matin, le jour de la signature fatale, Laurent est revenu. Il était tendu, son visage tiré. Il tenait dans sa main son stylo préféré et la pile de papier. Il montait les marches rapidement. J'étais dans la cuisine. Il a ouvert la porte avec sa clé. La pièce était sombre. Il s'est dirigé vers ma chambre. Le lit était défait, vide. Il s'est figé, son regard balayant l'appartement. Il a entendu le bruit. Un léger cliquetis, venant de la cuisine. Je me tenais près de la table. J'avais mis mon tailleur bleu. Mon teint n'était plus pâle, et mes yeux, plus perçants que jamais.
Sur la table, un petit enregistreur numérique crachait la voix glaciale de Mélanie, que j'avais laissée en boucle. Encore 72 heures avant la signature, Laurent. Ne gâche rien. J'ai levé la main, très lentement, non pas pour le supplier, mais pour lui montrer ce que je tenais. Une tasse. Mon propre bouillon, celui que j'avais conservé au froid. Maintenant, moisi, épais. Tu voulais que je signe avant 10 heures, n'est-ce pas, mon fils? J'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix forte et ferme. Je crois qu'il y a des documents plus importants à signer aujourd'hui, au poste de police. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. C'était le 15 septembre, la date fatidique. L'horloge du salon indiquait 9h55. Je n'étais plus dans la cuisine. J'avais donné le rendez-vous final dans le petit salon haussmannien, au 3e étage de mon immeuble. Celui-là même que Laurent et Mélanie voulaient faire vendre. Laurent était figé sur le seuil, la pile de documents et son stylo à la main. Le petit enregistreur crachait encore la voix de Mélanie, glaciale et pressante. Mes yeux étaient secs, mon dos droit dans mon tailleur bleu. Je n'étais plus la vieille femme malade, honteuse de ses gaz et de ses nausées. « Colette, qu'est-ce que tu fais? C'est une blague? Éteins ça immédiatement !» haleta-t-il, faisant un pas vers l'enregistreur. Il n'eut pas le temps. La porte d'entrée s'ouvrit derrière lui. « Ne touchez à rien, docteur Laurent. » Le commissaire Dubois entra, suivi de 2 officiers, en uniforme. Derrière eux, Madame Duclos, discrètement vêtue, tenait une mallette. Laurent blanchit comme un drap. Ses yeux fixèrent d'abord les officiers, puis moi, cherchant une explication que mon regard froid refusait de donner. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est un piège? Qu'est-ce que la police fait ici? »« Ce n'est pas une mascarade, mon fils, » répondis-je. Ma voix était forte, sans la moindre once de la faiblesse que j'avais jouée pendant des semaines. « C'est la vérité qui vient frapper à votre porte, servie au petit déjeuner. » Je m'avançai vers la table basse. Je n'avais plus besoin de ma canne, mais je marchais lentement pour qu'il voie ma force retrouvée. Le commissaire Dubois, silencieux, se tenait à l'écart, observant la scène. Je commençai ma déposition méthodique. Premièrement, le mobile. Je lui tendis les documents de l'EHPAD Les Tilleuls. Vous aviez 15 jours pour vous débarrasser de moi et encaisser les 250 000 € de la vente. Le document, mon cher fils, atteste que l'installation devait avoir lieu aujourd'hui même. C'était une course contre la montre. Laurent tenta de protester, les mains tremblantes. « Ce sont des procédures standards. C'est pour ton bien, maman. » Deuxièmement, l'arme. J'ignorais sa voix paniquée et déposai l'enregistreur sur la table. Écoutez bien la voix de Mélanie. Elle dit « Ça lui coupe l'appétit et ça fait l'affaire. » Le commissaire fit un signe. Madame Duclos ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs photos. Le docteur Laurent n'a pas utilisé de poison violent, monsieur le commissaire. Il a utilisé son savoir médical pour créer des toxines digestives invisibles. Il m'a ordonné de conserver son fameux bouillon de pommes de terre et d'oignons au réfrigérateur, sous couvert d'hygiène. Je pris une photo du bouillon fermenté. Madame Duclos, ma voisine, bibliothécaire à la retraite, a appris ce que le médecin avait ignoré ou caché. Les pommes de terre conservées au froid augmentent leur taux de sucre de 300% et favorisent la formation d'acrylamide quand on les réchauffe. L'acrylamide, Laurent, est classifié cancérigène et provoque d'énormes problèmes digestifs. Regardez les oignons. L'humidité du frigo favorisait les moisissures et les aflatoxines qui coupent l'appétit et fatiguent. Laurent était devenu livide. Il n'y avait aucune défense possible contre la science, surtout quand la preuve visuelle des moisissures était là, amplifiée par la photo. « Maman, je n'ai jamais voulu te faire de mal », gémissait-il, tentant de minimiser son acte. C'était un simple bouillon. Une négligence peut-être ?
Une négligence criminelle, Laurent. J'ai perdu 6 kilos en 2 mois, et j'étais si faible que je ne pouvais plus monter les 3 étages sans m'arrêter. Vous saviez que si j'étais trop faible pour m'enfuir, je devrais signer. Votre propre femme l'a confirmé devant l'enregistreur. Encore 72 heures, ne gâche rien. J'attrapai l'enveloppe que j'avais prise la veille et en sortis le petit sachet de poudre coupe-fin, mélangé aux granules de café. Et ça, Laurent, c'était la touche finale pour m'achever. Vous vouliez me laisser mourir de faim, lentement, sans que les médecins ne trouvent rien. C'est l'additif que vous mettiez dans mon café et que j'ai caché sous mon oreiller pour l'analyser. Laurent, acculé, ses mains tremblantes, fit sa dernière tentative désespérée. Il se tourna vers moi, les yeux remplis de larmes forcées. « Maman, s'il te plaît, je suis ton fils. Nous avons traversé le deuil de papa ensemble. Tu vas vraiment me faire ça? M'envoyer en prison pour une erreur de conservation? Pense à nos repas de Noël. Tu vas me livrer? » Je le regardais fixement. Mon cœur était une pierre. J'ai cousu cet appartement, point par point, avec l'argent mis de côté toute ma vie. J'ai passé 40 ans à coudre pour des dames qui me regardaient par de haut. Vous avez tenté de me tuer avec un bouillon empoisonné, mon fils, pour vendre ce refuge à 250 000 €. Vous avez laissé d'être mon fils le jour où le docteur Laurent a échangé son serment d'Hippocrate contre l'argent. La seule chose que je vais signer aujourd'hui, c'est l'ordre de vous éloigner de moi, à jamais. Le commissaire Dubois agissait déjà. Il s'approcha de Laurent et lui passa les menottes d'un geste sec. « Docteur Laurent, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide involontaire aggravé par abus de faiblesse. » Au même instant, Mélanie, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Laurent et sentant l'urgence de l'heure fatale, fit irruption dans le salon. Elle vit son mari menotté et le commissaire. « Colette, tu ne peux pas faire ça !» cria-t-elle, hystérique. Je la désignais du doigt, ma main ne tremblait plus. « Dehors ! J'ai l'enregistrement de ton aveu pour l'EHPAD et la poudre coupe-fin que tu as fermée à clé. Le commissaire vous citera à comparaître pour complicité. » Mélanie, voyant les officiers s'approcher d'elle, recula. Laurent fut escorté hors de l'appartement, le visage ravagé par la honte et l'incompréhension. La pile de papier de l'EHPAD resta sur la table basse, un monument à son avidité. L'appartement devint silencieux, rempli seulement de ma respiration, enfin tranquille, et des soupirs de Madame Duclos. Le procès de Laurent, largement couvert par les médias français, fut un scandale qui déchira sa réputation de médecin. Laurent fut condamné à 12 ans de prison ferme pour tentative d'homicide et abus de confiance. Une sentence lourde en raison de l'utilisation de son statut médical pour nuire. Il perdit définitivement son autorisation d'exercer la médecine, son cabinet fut fermé et il fut contraint de me verser 100 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique. Mélanie, reconnue coupable de complicité, fut licenciée de son cabinet d'avocat. Elle demanda le divorce après le verdict, cherchant à se dissocier du désastre. Mais elle resta ruinée socialement et financièrement. Leur nom devint synonyme de trahison et d'avidité. La famille entière les répudia publiquement. Le rêve des 250 000 € s'était transformé en honte éternelle. Laurent purge sa peine à la maison centrale de Poissy, ne recevant aucune visite familiale. Après le verdict, je me suis concentrée sur ma guérison complète. J'ai continué le régime prescrit par Madame Duclos. Nourriture saine, cuisinée chaque jour, jamais conservée au froid comme une toxine. 1 an et demi plus tard, à 70 ans passés, j'avais repris 5 kilos, atteignant un poids sain et stable. Mes analyses de sang étaient irréprochables. Je marchais 2 kilomètres par jour avec Madame Duclos, qui était devenue bien plus qu'une voisine. Elle était ma famille de choix. J'ai utilisé la totalité des 100 000 € de dommages et intérêts pour fonder l'atelier de la résilience.
une petite association qui opère depuis mon appartement. Je l'ai transformée en centre communautaire pour les seniors. Je n'ai pas créé une grande fondation coûteuse, mais un refuge pratique. L'atelier est dédié à l'éducation des personnes âgées sur la nutrition préventive et la détection de la maltraitance. Aujourd'hui, je dirige des ateliers 2 fois par semaine. Je fais venir d'autres personnes âgées qui ont souffert d'abus similaires. Je leur enseigne l'importance cruciale de la conservation, la règle simple et vitale que Laurent avait inversée pour me tuer. Ne jamais mettre les oignons et les pommes de terre au réfrigérateur. La bonne conservation des aliments, c'est votre première défense contre la maladie. En 18 mois, nous avons aidé plus d'une centaine de personnes à identifier des schémas d'abus. L'appartement, que Laurent voulait vendre pour en faire un bien de luxe, est devenu un lieu de vie et de rire. Madame Duclos a emménagé dans l'ancien bureau de Jean-Pierre, à l'étage au-dessus, transformé en studio de consultation. Elle supervise l'aspect nutritionnel de nos ateliers, citant l'ANSS pour le bien-être de toutes. J'ai plus d'énergie aujourd'hui, à 72 ans, que je n'en avais à 69. Je dors en paix. Je me réveille sans nauser. Un après-midi, je suis assise dans le salon transformé en salle de réunion. Le soleil de Paris entre par la fenêtre, éclairant le mur où j'ai accroché une photo. Jean-Pierre, moi, et un tout petit Laurent, souriant sincèrement. Je ne ressens plus la douleur lancinante de la trahison, juste une acceptation profonde. Laurent voulait me voir mourir pour s'approprier mon héritage et mon confort. Mais ironiquement, en tentant de me tuer, il m'a donné un nouveau but et une santé de fer que je n'aurais jamais eue. La couturière qui vivait dans la peur et la honte est devenue une protectrice, une enseignante. Mon corps, qui me trahissait à cause des toxines qu'il me faisait ingérer, m'a sauvée en me donnant des signes clairs. Mon fils a voulu m'enterrer à 69 ans pour 250 000 €. À 72 ans, j'ai enterré ma faiblesse, mon silence et mon fils. La vengeance la plus complète est celle qui s'accomplit non pas dans la douleur, mais dans la vie. Une vie où ma seule obsession est d'aider les autres à ne pas mourir d'un bouillon mal conservé. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.